Alors, je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé autour d'un échantillonneur et d'un grandisseur tout optique, réalisé grâce à une modulation temporelle de la phase optique d'une impulsion. Alors, ce travail a été réalisé au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, à Dijon, à l'Université de Bourgogne. La partie expérimentale a été essentiellement réalisée par Javier Nuno et Massimiliano Guazzoni s'est intéressé aux aspects les plus théoriques. Et l'idée de ce dispositif a été émise par Julien Fatome. Alors voilà comment s'organisera cette présentation. En introduction, j'essaierai d'évoquer la fonction optique qu'on souhaite réaliser avant de décrire le principe général de la méthode que nous avons sélectionnée. Et puis je décrirai ensuite deux réalisations, l'une qui se base sur une modulation linéaire de la phase, alors que la seconde exploite des effets non linéaires. Alors qu'est-ce que nous avons voulu réaliser? Si on prend un signal dont l'intensité est modulée en fonction du temps, si on désire l'échantillonner, c'est-à-dire qu'on veut prendre sa valeur à différents instants bien déterminés, régulièrement espacés d'une période TE, qui est l'inverse de la fréquence d'échantillonnage. Donc ce qu'on veut, c'est uniquement la valeur à certains instants. Et la seconde fonction que veut réaliser, c'est aussi le grandissement de ce signal pour, par exemple, faciliter sa détection. Là, on veut appliquer un coefficient de dilatation verticale. Alors, comment on va réaliser tout ça? Donc là, c'est notre signal qu'on désire échantillonner. C'est une variation d'intensité, les temps d'échantillonnage. Et pour réaliser la fonction d'échantillonnage et d'agrandissement, la première étape que nous allons faire, c'est appliquer une modulation de la phase temporelle de l'impulsion. La modulation la plus simple qui soit, c'est une modulation sinusoïdale, c'est celle qui demande le moins de bande passante. Et pour mieux comprendre son effet, on va zoomer sur une partie de ce signal. Alors, si on module la phase temporelle du signal, on ne modifie pas le profil d'intensité. Par contre, ce qu'on modifie, c'est la fréquence instantanée du signal, cette fréquence étant donnée par la dérivée de la phase par rapport au temps. C'est aussi ce qu'on appelle chirp. Donc, on a un profil d'intensité dont le chirp varie avec la même période que la fréquence d'échantillonnage qu'on veut appliquer. Et dans un second temps, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va envoyer ce signal dans un élément dispersif. Et dans ce cas-là, ici j'ai pris une dispersion normale. La dispersion normale va faire que les plus hautes fréquences vont se propager plus lentement, alors que les fréquences les plus basses vont se propager plus rapidement. Et tout ça, ça va conduire à refocaliser l'énergie, à redistribuer au sein de l'impulsion l'énergie vers un seul instant précis, c'est l'instant d'échantillonnage. Et voilà ce que ça peut donner. Comme ça, si on applique ça à toutes les périodes, on voit qu'on a réalisé notre fonction d'échantillonnage et aussi la fonction d'agrandissement. Donc là, on a bien la fonction optique que j'avais décrite en introduction. Alors ici, je parle juste de grandissement pour éviter le terme d'amplification, parce que là, c'est un processus où il n'y a pas de gain d'énergie, c'est juste une redistribution interne de l'énergie au sein du signal à échantillonner. Alors, regardons maintenant comment on a pu mettre ça en place. La première méthode, c'est celle qui est la plus proche du principe que j'ai décrit. De quoi on a besoin? On a besoin d'une modulation de phase, et ça, on va l'appliquer assez simplement avec un modulateur de phase. C'est la méthode la plus traditionnelle pour les télécommunications optiques. Alors, pour l'élément dispersif, là, on a plusieurs choix qui sont possibles. Le premier choix possible, c'est d'utiliser une fibre optique dont la longueur est judicieusement choisie pour avoir la compression interne la plus importante. Donc ça se fait, là on aura quand même une petite limite, c'est que si on souhaite changer le taux d'échantillonnage, il nous faut changer la phase spectrale qui est introduite par l'élément dispersif, donc il nous faudra remodifier la longueur de fibre. Une autre solution, ça peut être
des réseaux de diffraction. Il y a eu une réalisation dans le passé d'approches modulateurs de phase réseau de diffraction qui ont été réalisées. On peut aussi prendre un réseau à fibre de Bragg, mais nous, la solution vers laquelle on s'est tourné, c'est un façonneur spectral qui va nous permettre de façonner directement le spectre de notre impulsion échantillonnée et de lui introduire la phase parabolique qui introduit la dispersion. Alors voilà le montage expérimental que ça donne. Dans une première partie, eh bien, on génère le pulse qu'on doit échantillonner. Donc on découpe une onde continue qui est modulée par un modulateur d'intensité. Ça, c'est notre signal initial. La partie échantillonnage se fait assez simplement, c'est juste la concaténation de deux éléments, le modulateur de phase et le façonneur spectral. Et en sortie, on va utiliser différents appareils pour la détection, la caractérisation du signal échantillonné. Et voilà les résultats qu'on obtient. Or, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'on a bien réalisé la fonction qu'on souhaitait. On a bien un échantillonnage, ça veut dire que notre signal est pris à des instants régulièrement espacés. On a bien la fonction de grandissement. On voit que l'enveloppe du signal échantillonné est bien plus importante que l'enveloppe du signal initial. Alors maintenant, si on regarde ça un petit peu plus en détail, on voit comment le signal à échantillonner, ici, a bien été pris à différents instants régulièrement espacés. On voit que l'énergie, qu'on a eu une redistribution de l'énergie en interne. Alors ici, c'est des résultats qui sont en échelle normalisée pour qu'on voit bien que l'enveloppe du signal échantillonné reprend bien parfaitement le signal qu'on souhaite analyser. Alors si on s'intéresse maintenant à la valeur du grandissement, on voit que la valeur du grandissement va dépendre de la dispersion qui est introduite. Il faut, pour avoir le grandissement optimal, qu'on ait bien choisi cette valeur de dispersion. Là, dans l'expérience qu'on a menée, on a un grandissement de 2,5. On peut augmenter ce grandissement. Il suffit d'introduire une modulation de phase temporelle initiale qui serait plus forte. Et dans ce cas-là, le gain sera supérieur. Là, on est limité par le matériel qui est adapté aux longueurs d'onde des télécommunications qu'on a utilisé. Et maintenant, si on regarde les résultats dans le domaine spectral, alors tout d'abord, les résultats spectraux dans le domaine optique, on voit qu'on a créé des répliques du signal espacées de 10 GHz. Et sur le spectre RF, on voit aussi qu'on a créé des répliques tous les 10 GHz avec un très bon rapport signal sur bruit dans les deux cas. Donc là, c'est ce qu'on attend de l'échantillonnage optique, c'est ces créations aussi de répliques dans le domaine spectral. Donc ce qu'on peut conclure sur cette première méthode, c'est qu'elle marche de manière tout à fait satisfaisante avec un coefficient de grandissement de supérieur à 2. Alors passons à la deuxième méthode. Alors l'objectif de cette deuxième méthode, c'était d'atteindre des grandissements supérieurs. Et comme on est une équipe spécialisée dans les fibres optiques et ses effets non linéaires, c'était de jouer aussi avec ces effets qui font un peu notre spécialité. Donc pour ça, quelle a été notre démarche? Eh bien, c'est qu'on a souhaité imprimer la modulation de phase temporelle sur le signal échantillonné grâce aux effets de modulation de phase croisée. Donc pour ça, on a besoin d'une pompe, c'est plutôt un signal échantillonneur parce qu'il n'y a pas d'échange d'énergie entre cette pompe et le signal qu'on veut échantillonner. Ce signal échantillonneur, il va être modulé temporellement en intensité par une sinusoïde et cette modulation d'intensité va se convertir sur le signal à échantillonner en une modulation de la phase temporelle. Alors pour multiplexer le signal échantillonné et le signal échantillonneur, on a deux possibilités, soit un multiplexage en longueur d'onde, c'est réalisable, mais il y a quand même le souci d'un éventuel walk-off entre les deux signaux. Il y a une méthode
où on élimine ce problème de walk-off, c'est si on réalise un multiplexage en polarisation. Donc dans ce cas-là, eh bien, la pompe sera sur une polarisation et le signal sera sur une autre polarisation orthogonale. Donc, comme on a vu, la modulation de phase est introduite par la modulation de phase croisée dans une fibre hautement non linéaire, et l'autre étape, c'est modulation de la phase spectrale, qui était faite de manière discrète dans la méthode précédente. Et bien, dans cette nouvelle méthode, on va la réaliser de manière distribuée dans la même fibre. Donc, on va avoir combinaison simultanée de la modulation de phase croisée, la modulation temporelle et de la modulation spectrale. Il y a aussi un autre avantage à utiliser cette méthode, surtout si on utilise une fibre à dispersion normale, c'est que le profil d'intensité de la pompe ne va pas rester sinusoïdal. Il va devenir de plus en plus raide. Donc le gradient va être de plus en plus important, ce qui va faire que la modulation de phase croisée qu'on va introduire sur le signal à échantillonner sera de plus en plus importante, elle aussi, ce qui va nous permettre normalement d'atteindre des gains plus importants. Alors voilà une illustration. Ici c'est des simulations numériques. Notre modèle numérique, c'est un système de deux équations de Schrödinger non linéaires couplées dans un modèle de Manakoff. Alors ici en bleu c'est la pompe, en vert c'est le signal échantillonné. Ici pour simplifier on l'a pris continu, et ce qu'on voit c'est que la forme de la pompe évolue au cours de la propagation et le gradient est de plus important, ce qui permet d'introduire une phase temporelle de plus en plus importante et d'obtenir une compression de plus en plus marquée. Or, numériquement, voilà les résultats. En bleu, le signal qu'on souhaite échantillonner, et après échantillonnage, on obtient le signal ici en orange. Si on normalise les deux, on voit que la fonction d'échantillonnage se fait parfaitement. Ici, on voit qu'on a bien un gain qui est plus significatif que précédemment. Ici, le gain est de 6. Alors là, on voit des petites croix. Là, on voit des pointillés qu'on compare aux simulations. Alors, ces petites croix ou ces traits en pointillés, ça correspond à un modèle analytique simplifié où on fait différentes hypothèses tout à fait justifiées qui nous permettent directement de prédire le gain et la forme du pic d'échantillonnage. Alors ce formalisme analytique ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on voit c'est qu'il colle quasiment parfaitement avec les simulations numériques. Alors maintenant, voyons comment tout ça, on peut le mettre en œuvre expérimentalement. Donc, comme tout à l'heure, on va avoir un signal qu'on souhaite échantillonner qui résulte du découpage d'une onde continue. Et là, par contre, on a besoin d'un second signal qui est la pompe. Cette pompe, c'est un laser continu également, qui est modulé par une sinusoïde dans le domaine temporel, une modulation d'intensité. Donc là, on souhaite réaliser une modulation à 40 gigas. Donc pour ça, on va utiliser un modulateur d'intensité qui fonctionne au point de transmission nul et qui est commandé par une sinusoïde à 20 gigas. Donc le point de transmission nul nous permet d'augmenter la cadence de la modulation d'intensité. Là, on a une petite modulation de phase à une fréquence assez basse qui nous permet juste d'éviter un effet non linéaire parasite qu'est l'effet Brillouin. Et on utilise un amplificateur erbium à haute puissance pour avoir une pompe dont la puissance est suffisante. Alors on combine la pompe et le signal échantillonné en polarisation. Les deux vont se propager dans une fibre de 5 km de longueur avec une dispersion normale. Et en sortie, en utilisant un des multiplexeurs en polarisation, on est capable d'isoler le signal échantillonné. Donc voilà les résultats. Ici c'est les résultats normalisés. On voit bien qu'on a réalisé la fonction d'échantillonnage
et qu'on a bien la même forme de l'enveloppe pour le signal échantillonné et pour le signal avant échantillonnage. Maintenant, regardons l'effet du grandissement. Là, je change la valeur de ma pompe, donc je prends des pompes de différentes puissances, ce qui va introduire des modulations de phase de différentes puissances également, et tout ça, comme on le voit, ça va conduire à avoir un grandissement de plus en plus important. Là, je rappelle, je parle de pompe, mais il n'y a pas de transfert d'énergie entre cette pompe et le signal échantillonné. L'interaction se fait uniquement à travers l'amplification, l'augmentation de la modulation de phase. Là, on a un grandissement sans introduction de bruit parasite par une émission spontanée. Il y a eu d'autres exemples de ce type de réalisation, par exemple des travaux d'Azana. Alors, maintenant, si quantitativement on regarde ce facteur de grandissement, on voit qu'il peut atteindre 8 dB et que les résultats expérimentaux sont en très bon accord avec les résultats du modèle numérique ou bien les résultats du modèle analytique simplifié. Donc, j'arrive à la conclusion de cet exposé. On vous a présenté deux techniques tout optiques qui permettent un échantillonnage et un grandissement d'un signal. Les deux sont basés sur une modulation sinusoïdale de la phase temporelle et une modulation quadratique de la phase spectrale. Alors, ces actions peuvent être réalisées de manière dissociée. C'est la première méthode linéaire qu'on vous a présentée. Ça demande deux éléments discrets. Une autre façon de procéder, c'est d'utiliser la non-linéarité dans une fibre à dispersion normale. Dans ce cas-là, modulation sinusoïdale de la phase temporelle, modulation quadratique de la phase spectrale se font de manière simultanée et de manière distribuée tout au long de la propagation dans la fibre. Bon, tout ce principe, il peut être exploité pour la génération de sources à haut débit. C'est en fait ce que nous avons fait dans un travail qui est déjà publié, dans une configuration légèrement différente, mais on voit que si on échantillonne par exemple un signal sinusoïdal de cette manière à la même fréquence, on aboutit à des trains d'impulsion de bonne qualité avec des facteurs de cycle tout à fait convenables.